à tous et bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un beau moment et découvrir du contenu juridique de qualité, mais vous nous connaissez à la cool. Alors, c'est tous les mardis, c'est à midi et au programme, tous les 15 jours, des invités exceptionnels, des sujets juridiques inédits, le tout dans un esprit léger pour se vider la tête pendant la pause déjeuner. Et nous voici déjà, qui l'eût cru, au 52e épisode. Et je suis ravi de retrouver mes acolytes favoris, Lyndia Le Sauvage et Audrey Deléris, que je vous présenterai dans un instant. Donc, pour ma part, je m'appelle Pierre Landy, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis passé par Disney, le studio et les films, avant de devenir directeur juridique de Yahoo, puis de la licorne Ledger. Et je suis également cofondateur de l'Alliance d'avocats européenne ANCO, qui intervient en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Grande-Bretagne, et bien sûr en France. Et puis aujourd'hui, je suis executive mentor et j'accompagne les directeurs juridiques, mais pas seulement d'ailleurs, sur leur leadership, leur positionnement dans l'entreprise, comme on dit souvent. Il y a le savoir-faire, mais il y a le savoir-être qui est tout aussi important et c'est là-dessus que j'interviens. Je suis également cofondateur du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau des juristes en start-up et dans la tech qui compte à ce jour plus de 550 membres et que j'ai cofondé avec Audrey ici présente. Donc, comme je vous le disais, pour mener à bien cette émission, tous les 15 jours, le mardi, nous sommes 3 chroniqueurs. Alors, je suis d'abord accompagné, et elle va nous faire un joli coucou, par Lyndia Le Sauvage. C'est la coach de prise de parole en public que le monde entier nous envie. Elle accompagne les directions juridiques, mais aussi toutes les directions de l'entreprise. C'est une experte de la ProcessCom et elle anime d'ailleurs une formation exceptionnelle au Théâtre des Variétés pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans leur présentation et leur prise de parole. Lyndia, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, je suis ravie de vous retrouver, ravie de retrouver Sophie également. Et je vais donner d'ailleurs le thème de ma chronique, Pierre, puisqu'on va parler aujourd'hui du séminaire de cohésion d'équipe avec la ProcessCom Model. Quand, pourquoi et comment? Fascinant. On va voir ça dans quelques minutes. Et puis, la deuxième chroniqueuse, la deuxième drôle de dame qui accompagne votre Charlie du Club Sandwich, c'est Audrey Deléris, qui est manager au sein du cabinet de chasse de tête Fed Legal. Elle accompagne les directions juridiques et fiscales pour leur recrutement, aussi bien en start-up que pour les groupes du CAC 40 dans les secteurs de l'industrie, des services, de la tech, etc. Et Audrey, toi, comment vas-tu aujourd'hui en ce 18 avril? Je vais très bien de vous retrouver pour cette 52e émission. Très contente d'être avec vous. Et pour ma part, je vais vous parler du CV pour le coup, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'en ai pas beaucoup parlé. Donc, au secours, je n'ai pas de CV. Donc, si vous êtes concerné par ça, n'hésitez pas à rester en ligne jusqu'au bout, dans tous les cas. Formidable. Et Audrey, je vais te donner un conseil, ne t'approche pas trop de ton écran, ça crée un petit bruit sonore bizarre. Donc voilà, quand tu t'en approches trop, ça fait un petit bruit bizarre. Alors aujourd'hui, moi, je ne pouvais pas être plus ravi que l'invité que nous avons aujourd'hui parce que je vais vous présenter Sophie Avard-Duclos, qui est avocate spécialisée en propriété intellectuelle depuis un peu plus de 25 ans. Elle est cofondatrice du cabinet Avard-Duclos et Associés. Elle a posé sa plaque récemment, le 1er septembre 2022. Elle va nous décrire son cabinet dans quelques instants. Et puis surtout, Sophie a connu véritablement le moment le plus important de sa vie, en 1987, quand elle s'est assise à côté de moi sur les bancs de la fac de Nanterre, ce qui a évidemment changé sa vie, vous n'en doutez pas. Sophie, comment vas-tu? Ça va très bien, Pierre. Ravie d'être avec vous. Ok, est-ce que tu peux nous présenter juste rapidement ton cabinet en 2 mots? Alors oui, c'est un cabinet qui a été créé le 1er septembre 2022, qui est spécialisé en propriété intellectuelle. On fait du conseil, du contentieux dans tous ces domaines-là, donc droit des marques, modèles, droit d'auteur, tous les signes distinctifs, et puis toutes les matières périphériques, donc concurrence déloyale, parasitisme, droit à l'image. Et on a une clientèle très variée, notamment dans le domaine du luxe, de l'Internet, hôtellerie, énergie, voilà. Ok. Et on est 5 avocats à ne faire que de la propriété intellectuelle. Et tu as donc posé ta plaque, c'est donc ce dont on parle aujourd'hui, le 1er septembre 2022. On a intitulé d'ailleurs cette émission « Poser sa plaque, cap ou pas cap ». Donc, quel message tu souhaites faire passer à nos auditeurs aujourd'hui?
Alors déjà, ne jamais dire jamais, parce que je pense qu'il y a 3 ans, on m'aurait demandé si j'allais créer un cabinet d'avocats, j'aurais certainement dit non. Enfin, j'aurais assurément dit non de manière assez affirmative. Donc, c'est quelque chose, il y a des gens qui en rêvent et qui en ont très envie en amont. Moi, ça n'a pas été forcément mon cas et pourtant, je l'ai développé plus tard. Ça a été d'un seul coup une évidence. Donc, voilà, ne jamais dire jamais. Ensuite, dire que c'est un petit peu de boulot, faut pas se le cacher. Je pense surtout quand on vient de grosses structures où on est secondé, pour ne pas dire totalement assisté dans les tâches administratives. Bon, là, forcément, il faut se mettre un peu les mains dans le cambouis, mais je pense que ça reste quelque chose d'extrêmement enthousiasmant et d'extrêmement réjouissant, surtout quand on en fait une aventure collective. Donc, voilà. Et puis, j'allais dire, je pense que le plus important en réalité, c'est de bien structurer son projet. Créer un cabinet d'avocats, ce n'est pas seulement trouver des locaux et un nom. Je pense qu'il y a une vraie réflexion en amont avec l'équipe, bien sûr, qui est concernée sur savoir ce qu'on veut faire. Et ce qu'on veut faire, pas seulement à court terme, à moyen terme, à long terme. Quel objectif, basé sur quelles valeurs. Et moi, c'est quelque chose En fait, j'ai pris pas mal de... J'essaie de m'entourer de conseils de gens qui étaient passés par là, avec des expériences très positives. J'avais pas mal de confrères et amis qui ont créé un cabinet avant moi. Voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais j'ai été aussi chercher les échecs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cabinets qui se font, mais il y en a aussi beaucoup qui se défont. Et là-dessus, j'étais assez aidée, je dois dire. Les 2 chasseurs de tête, je ne te connaissais pas, Audrey, à l'époque. Les 2 chasseurs de tête que je connais, qui voient passer justement plus peut-être d'échecs que de réussites aussi, enfin, ou en tout cas les 2, puisqu'ils voient les candidats revenir d'expériences malheureuses. Et j'ai vraiment eu à cœur d'essayer de comprendre ce qui n'avait pas marché, parce que moi, mon objectif en montant ce cabinet, c'était vraiment de trouver quelque chose qui marche dans la durée, dans la pérennité. Aujourd'hui, on a 8 mois d'existence. Je ne peux pas dire que l'objectif est atteint, on en reparlera dans 15 ans peut-être, mais voilà, vraiment, c'est un objectif de pérennité. Et je pense que ça nécessite une vraie réflexion de fond. Donc, savoir ce qu'on a à faire ensemble, pourquoi et dans quel objectif. Tu viendras nous en reparler pour la 512e émission du Legal Club Sandwich. En tout cas, tu seras le bienvenu. En attendant cette 512e émission, est-ce que tu pourrais on va faire un petit retour en arrière justement. Tu as posé ta plaque le 1er septembre 2022. Est-ce que tu peux nous dire où tu étais avant et où tu viens? Ouais, alors donc j'ai commencé mon exercice professionnel par 10 ans dans un cabinet de niche, pas très joli, une boutique, on va dire plutôt, spécialisée en propriété intellectuelle, qui est le cabinet Escande. Ensuite, j'ai passé 3 ans au sein du cabinet GIDE, du département propriété intellectuelle. Ensuite, un petit passage par Freshfields, où j'ai dirigé le département propriété intellectuelle nouvelles technologies pendant 2 ans et demi. Et avant de rejoindre le cabinet d'où je viens, qui est le cabinet Laudesquier-Champé, qui est un cabinet de contentieux des affaires, dans lequel donc j'ai développé le département propriété intellectuelle et dans lequel j'ai été associée pendant 12 ans. Voilà, jusqu'à fin août 2022. Alors Sophie, donc tu as quitté ce cabinet le 1er septembre dernier, si le compte est bon. Pourquoi et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta structure? Alors, donc, comme je disais, ce n'est pas du tout quelque chose qui était un projet depuis très longtemps. Moi, j'ai croisé dans ma carrière d'ailleurs, dès l'école d'avocat, hein, dès le FB, il y avait des gens qui voulaient être indépendants. D'ailleurs, on avait une obligation de stage pendant 2 ans à l'époque et il y en a qui disaient non, mais moi, je veux tout de suite. Ils ne voulaient même pas passer par cette étape-là, ils voulaient monter leur cabinet. Moi, je pense que je suis sûre d'ailleurs, j'ai été très heureuse dans les structures dans lesquelles j'ai exercé. J'aime bien ce travail de groupe. Je ne me suis jamais sentie l'âme solitaire de vouloir monter quelque chose à moi, etc. Donc, ça se passait bien dans la structure dans laquelle j'étais. Après, il y a quelque chose qui s'est passé il y a 2-3 ans. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est devenu évident que c'était le moyen de pérenniser ce que j'avais réussi à créer, en fait. Il faut savoir que l'intégralité des avocats, donc on est 5 avocats dans ce cabinet, les 4 autres sont des anciens stagiaires.
Donc, c'est vraiment des gens… C'est pas commun, ça. Comment? C'est pas commun. Enfin, c'est assez rare. Ouais, je sais pas. Oui, peut-être, effectivement. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est que ce soit mes associés ou mes collaborateurs, enfin, nos collaborateurs aujourd'hui, donc ce sont des anciens stagiaires. Et il y avait vraiment une volonté de pérenniser cette relation. Et le cabinet dans lequel on était, bon, évidemment, la propriété intellectuelle avait une place importante, mais ça n'était pas évidemment un cabinet qui était spécialisé là-dedans. On était 6 associés, donc plus généralement en contentieux des affaires. Et forcément, les perspectives d'évolution de mon équipe étaient assez floues. Et j'avais 2 collaboratrices très seniors, qui avaient 8 ans d'expérience, Pauline Casanova et Constance Percevaux, qui sont mes associées aujourd'hui. Et donc, je sentais bien que si on restait là, ça allait être compliqué à un moment donné de savoir quelle allait être leur évolution. Et finalement, je risquais de perdre ce sur quoi j'avais capitalisé, c'est-à-dire une relation professionnelle et humaine qui était tout à fait satisfaisante et que j'avais envie de conserver. Donc, c'est vraiment le moteur et j'ai réfléchi à la manière dont on pouvait éviter ça parce que, encore une fois, je n'étais pas forcément attirée par le fait de partir de ce cabinet, mais ça s'est imposé vraiment comme une évidence à ce moment-là. Alors après, donc, ça a été le moteur. Une fois que j'avais passé cette étape de cette possibilité d'un ailleurs, évidemment, il y a tout un tas d'avantages qui sont arrivés, peut-être plus secondaires, mais qui sont aujourd'hui évidents, c'est-à-dire gagner en visibilité. Nous, on fait de la propriété intellectuelle. Je ne dis pas qu'on était noyé dans un cabinet de contentieux des affaires parce qu'on avait clairement une visibilité aussi à l'époque, mais là, maintenant, on est clairement identifié, on est un cabinet spécialisé, on peut communiquer là-dessus, on s'est recentré sur notre activité, enfin, on était déjà sur cette activité, mais on est beaucoup plus visible sur le marché, je pense, de ce petit monde de la propriété intellectuelle. Et puis, évidemment, parce que la loi du nombre fait qu'on a évité quelques conflits d'intérêts. D'ailleurs, on avait des conflits d'intérêts qui étaient existants dans ce cabinet, dont on a pu se débarrasser, j'allais dire, en montant notre structure. Donc, ça a été ça le moteur. Et alors, bon, donc tu es dans ce cabinet pendant 12 ans, tu es associé et un jour, donc, ça y est, tu as pris ta décision, tu vas voir tes associés un par un et tu leur dis, bah, finalement, cap ou pas cap, je suis cap, je vais monter ma structure. Comment est-ce qu'ils l'ont pris tout ça? Alors, je ne peux pas dire que ça a été une surprise absolue parce que c'est des questionnements dont je m'étais ouvert à eux. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas eu d'énormes surprises. Après, il y a forcément une petite phase de déception parce qu'on s'apprécie, on s'apprécie toujours. Et je pense que gérer une séparation, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, il y a toujours un petit moment de déception. Mais après, je veux dire, ça s'est vraiment très bien passé et c'est suffisamment aussi assez inhabituel pour le dire. Ça s'est très bien passé. Je pense que vraiment, on peut dire qu'on a réussi notre association et on a réussi notre séparation. Je crois d'ailleurs, Audrey, que tu dirais la même chose quand on quitte une entreprise. Enfin, c'est hyper important. C'est pas que Toujours dans partir en bon terme. tu Tu as le dis raison de le souvent d'ailleurs. souligner. Le monde du droit est tout petit et qu'on soit, je pense, en cabinet ou en entreprise, il faut partir en bon terme. Le monde, en effet, petit, on peut se retrouver par la suite. Et puis, de toute façon, c'est bien de ne pas se fâcher, c'est quand même mieux. Donc, tant mieux si ça se passe bien. Lindia? Et en effet, Ah non, c'est Audrey, du coup, pardon. D'ailleurs, c'est Audrey. C'est les joies du direct. En fait, Sophie, moi, je voulais te poser une question sur les étapes du projet, parce que là, il y en a peut-être plein qui sont du coup devant leur écran et qui ont l'air de se dire c'est génial, elle a passé le pas. Mais est-ce que tu aurais peut-être une possibilité de revenir sur toutes les étapes qui viennent en fait avant de créer et de lancer son projet? Alors, la première étape, ça a été évidemment l'équipe, c'est-à-dire interroger mon équipe, parce que j'ai mouliné un peu toute seule dans mon coin à un moment donné, mais il a fallu évidemment que je confronte mes réflexions avec les personnes concernées, à commencer par Pauline et Constance. Donc, aller voir l'équipe, mais ce n'était pas uniquement Pauline et Constance, on avait aussi une collaboratrice, Diane Ponce, un stagiaire. Alors, lui, il avait son stage qui se terminait chez l'Odesquet-Champais, mais on s'est évidemment ouvert à lui et également notre assistante. Donc, on était un petit pool de 6 personnes. Donc, les interroger sur ce projet. Est-ce que c'est quelque chose qui pouvait
les intéressait et ce qu'il était voilà, partant pour cette aventure et vérifier qu'on avait bien, comme je disais tout à l'heure, les mêmes bases en termes d'intérêt et d'objectifs. Bon, là, ça a été, j'allais dire, un carton plein. On a vu de vie qu'on était sur la même longueur d'onde et qu'on avait envie des mêmes choses et que c'était très enthousiasmant. Et la deuxième étape, directement après, j'allais dire, ça a été d'interroger quelques clients. Pas tous les clients, évidemment, du cabinet, parce que c'était un projet, je ne savais pas encore si on allait le mener jusqu'au bout, mais d'interroger des clients historiques et importants du cabinet, avec qui je m'entendais bien, qui étaient fidèles. Et là aussi, j'allais dire, il y a eu un enthousiasme. Alors, en réalité, pour les clients, on est les mêmes personnes qui travaillons de la même manière, avec les mêmes compétences, les mêmes conditions. Donc, il n'y avait pas vraiment de modification pour eux. Et ils étaient, à partir du moment où ils voyaient que ça suscitait un enthousiasme certain chez nous, ils étaient enthousiastes pour nous. Et donc, voilà, ça a été, j'allais dire, les deux premières étapes avant de rentrer dans du concret. Alors justement, Sophie, j'imagine que, enfin, je suppose que tu es rentrée dans le concret assez rapidement, évidemment. Ça concerne la structure, ça concerne les locaux, le nom. Enfin, quelles ont été les étapes à franchir? Alors, effectivement, il y en a eu pas mal. Juste avant ça, je voudrais juste peut-être dire une chose que j'aurais pu dire avant. C'est, je pense qu'en parallèle de ce que je viens de dire, moi, j'ai eu un travail, j'allais dire presque introspectif. J'ai interrogé ma capacité à faire grandir mon équipe de manière épanouissante. C'est-à-dire que vouloir associer d'anciennes stagiaires, collaboratrices, etc., c'est bien, mais je me suis quand même bon, j'ai une propension à la remise en question assez importante, mais là, en l'occurrence, j'ai vraiment essayé de pousser ma réflexion, de savoir si j'allais réussir à les laisser grandir en fait de manière épanouissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire leur laisser de la place. Ça veut dire accepter de partager progressivement le pouvoir décisionnel, accepter de partager les revenus de l'activité. Et tout ça, et je l'ai vu de mes yeux vus, c'est pas évident en fait, à la fois pour l'associé que je suis et qui a quelques années de plus que mes collaboratrices anciennement, mais aussi pour elle et pour les futurs à venir de prendre sa place, de trouver sa place. Donc, j'ai vraiment, et justement, comme je disais tout à l'heure, j'ai essayé de prendre des conseils et de trouver quels étaient les freins, enfin, en tout cas, les échecs. Il y a beaucoup de ça, en fait. Il y a beaucoup de ça quand un cabinet se crée avec quelqu'un d'un peu plus visible, d'un peu plus âgé, etc., qui a déjà construit une clientèle, savoir laisser s'épanouir les plus jeunes. Donc, j'ai pris ce temps-là et la bonne nouvelle, c'est que j'ai répondu positivement à ces questions. Est-ce que j'en étais capable? Je me suis dit que oui. Et est-ce que j'en avais non seulement j'en étais capable, mais en fait, j'ai réalisé que j'en avais très, très envie. C'est-à-dire que je me suis un peu découverte une vocation de transmission et qui me remplit aujourd'hui et qui est pour moi très importante dans ce projet. Donc, tout ça, ça a été, voilà, je vous dis, l'équipe, les clients, la clientèle, mais aussi moi, tout simplement, est-ce que j'étais capable de faire ce truc-là et de le faire correctement, quoi. Donc, voilà. Et après, alors, Attends, ouais. juste avant qu'on passe au déroulé pratique, ce que tu dis, finalement, ça vaut aussi d'ailleurs pour tout leader ou tout directeur juridique d'une grosse équipe. C'est-à-dire qu'il y a un moment, lorsque beaucoup de gens souhaitent avoir ce type de rôle, mais il faut, comme tu l'as dit, aussi comprendre pourquoi on le veut. Et si c'est juste pour retenir tout le pouvoir, tout contrôler, que tous les mails, toutes les décisions passent par le directeur juridique, que tout soit absolument, c'est l'explosion en plein vol à coup sûr. Et donc, apprendre cette délégation, ce désir de faire grandir les autres, de les mettre en avant, etc., c'est toutes les qualités d'un grand leader et de leadership. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de se poser la question et de se dire, ben voilà, je vais changer, je vais avancer vers ça. Enfin, je pense que voilà, c'est des qualités qui sont vraiment recherchées quand on cherche je parle d'un directeur juridique avec une certaine équipe, etc. C'est un peu la même chose, je trouve. Enfin, voilà, je ne sais pas si quelque chose, je te vois acquiescer, Audrey, donc j'imagine que tu es d'accord avec ce point, mais Tout à fait d'accord.
Et donc, excuse-moi, je t'ai coupé parce que ça me parlait, ce que tu disais. Et donc, ouais, les étapes pratiques, par quoi tu commences alors? Comment tu t'y es pris? Donc, dans quel ordre, c'est quoi l'ABCD de monter sa structure, Sophie? Dans quel ordre il faut faire les choses? Alors, moi, j'ai fait quelque chose donc, qui participe de ce que j'ai exprimé avant, c'est que j'ai commencé par programmer un séminaire d'équipe. C'est pas ce qu'on a fait en premier, mais il fallait trouver, on en reparlera peut-être un peu plus tard avec Lydia, un moment où on était tous disponibles fin juillet. Donc, on était là, quand vraiment on a pris la décision de créer ce cabinet, on était au mois de février-mars 2022. Mais on a déjà bloqué des dates pour un séminaire d'équipe parce que ça me paraissait très important de prendre ce temps pour voilà, partager notre aventure et ce que je disais tout à l'heure, nos objectifs, nos valeurs. Alors après, je pense que la première chose, ça a été de trouver un nom du cabinet. Alors, donc, il ne vous aura pas échappé que ce cabinet porte mon nom. J'avais pas un ego qui me conduisait à ça. J'ai trouvé même que c'était un peu too much à un moment donné. Mais voilà, on a réfléchi ensemble. On a pensé à un nom de fantaisie. L'inconvénient avec les noms de fantaisie, c'est qu'on ne sait plus qui est là-bas. Enfin, on se dit, tiens, il est passé où celui-là? On ne sait pas, etc. Et comme mon nom avait un peu tourné dans le domaine de l'API depuis 25 ans, on s'est dit que c'était pas mal de capitaliser là-dessus. Donc, qui dit nom dit réservation de nom de domaine, d'adresse de messagerie, etc. Après, j'allais dire le gros pavé, et je pense que c'est vraiment peut-être ce qui prend le plus de temps, c'est la structure du cabinet. Il a fallu, moi, m'intéresser à des choses dont je ne suis pas du tout familière, hein, ce que c'est qu'une ARPI, une CELARL, une SCP, une association d'avocats. Enfin, voilà, sous toutes ces règles de droit des sociétés, j'ai beau être avocate que je ne maîtrise pas vraiment. Savoir si on faisait une société, ce qu'il fallait patrimonialiser les parts, etc. Donc, il a fallu se familiariser avec ces questions-là. Et je dois dire qu'on s'est fait accompagner par un cabinet d'avocats spécialisé dans la structuration des cabinets d'avocats. Et je pense que c'est plutôt une bonne idée, honnêtement, parce qu'il y a des tas de choses auxquelles on ne pense pas et qui ont des conséquences vraiment sur le futur. Et donc, quand on veut faire quelque chose de pérenne, ce qui était mon objectif, hein, je pense que c'est bien de se faire accompagner, et notamment aussi dans le cadre de la structuration, évidemment, sur tout ce qui a trait aux règles de répartition des revenus du cabinet, qui est un peu le nerf de la guerre des cabinets d'avocats, avec quelles règles adopter pour la rémunération des associés, est-ce qu'on part sur du lockstep, donc qui tient compte de l'ancienneté, sur ce qui est apporté, originé par le cabinet, par l'associé, ce qui est traité. Tout ça, en fait, j'ai lu à peu près tout ce qui existait enfin, j'ai lu pas mal de choses, j'ai cherché en tout cas pour essayer de trouver, de comprendre et de voir quels étaient les avantages et les inconvénients de toutes ces solutions. J'ai interrogé les copains qui étaient passés par là avant. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de solution toute faite. Et en fait, ça dépend vraiment de la structure, de l'état d'évolution des associés en l'occurrence, des futurs associés. Donc, tout ça, je pense que c'est bien de se faire accompagner. Donc, c'est ce qu'on a fait pour la rédaction de nos statuts, notre règlement intérieur qui vaut pacte d'actionnaires. Donc, voilà, ça, c'est un gros pavé qui prend un peu de temps. Après, on a passé beaucoup de temps sur la communication. On avait très envie. On avait mis ça pas comme un best-have, mais un must-have d'avoir notre site internet qui était prêt le 1er septembre 2022. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec vraiment, il était live le jour J. Et voilà, on avait envie de faire un site internet qui nous ressemble, qui soit assez simple, mais en même temps graphique. Et puis, on a eu envie d'illustrer nos domaines d'activité avec des images, avec un vrai challenge, parce que dire qu'on travaille pour le domaine du luxe, mais sans mettre de marque de luxe, ou du design, sans mettre un truc protégé par un design, on passe notre temps à envoyer des lettres de mise en demeure à des gens qui se mettent dans le sillage de nos clients en utilisant leur marque. Donc, l'objectif n'était évidemment pas de faire ça. Donc, je pense qu'on a réussi un truc ça a été très fédérateur, et ça a été en termes d'équipe d'essayer d'avoir cette idée, d'aller acheter des petits meubles de poupées pour illustrer le design, enfin voilà, d'acheter un yaourt mais sans marque pour dire qu'on travaillait pour l'agroalimentaire, enfin tout ça. Donc ça a été un gros pavé. Et alors après, bon, évidemment, tout le reste,
trouver des locaux, ça prend aussi un petit peu de temps. Et puis, toute la suite, hein, ouvrir un compte en banque, trouver des prestataires informatiques, la photocopieuse, le logiciel de facturation, ce qui est assez impactant, là, je dois dire. Enfin, je me rends compte aujourd'hui. Toutes ces choses, en fait, qui étaient déjà en place quand je suis arrivée chez Lodesque Champé. J'avais juste à mettre, on m'a dit, ton bureau, il est là, ton ordinateur, il est là. J'avais juste à mettre mes chaussons. Donc, toutes ces choses-là, mais on en a fait quelque chose de collectif. On se réunissait quasiment toutes les semaines, tout le cabinet enfin le futur cabinet à traiter ces questions-là. Et donc, je disais tout à l'heure, c'est enthousiasmant parce que ça a été une aventure collective. Et puis tout ça jusqu'au passage devant le Conseil de l'Ordre. Alors là, juste petit truc pratique pour ceux qui devraient vivre bientôt l'expérience. Il y a une espèce d'enchaînement ultra bizarre, c'est-à-dire que pour trouver des locaux, il faut avoir une structure, mais pour pouvoir déposer des statuts, il faut avoir des locaux. Et puis pour passer devant le Conseil de l'Ordre, pour avoir une structure, il faut passer devant le Conseil de l'Ordre. Donc il y a un truc du serpent qui se mord la queue qui n'est pas évident à gérer. Donc tout ça s'est fait un peu à la fin, une sorte de non pas de panique, mais de se dire par quoi on prend les choses et par quel bout prendre. Et là-dessus, bon, évidemment, le cabinet qui nous a accompagnés dans la structuration de notre cabinet a été extrêmement utile puisqu'il a pris en charge ces formalités-là. Voilà, à peu près. Je crois que j'ai rien oublié en termes de différentes étapes. Et Sophie, tu nous as dit que le site internet était prêt le 1er septembre 2022. Est-ce que tout le reste était prêt? Ce que vous aviez ambitionné avec ton équipe? Alors oui, y a un truc qui n'est pas cool non plus, c'est quand on a des locaux et qu'on ne nous laisse pas la possibilité de rentrer avant. Donc pour mettre la fibre, c'est idiot, mais pour avoir Internet, il faut qu'il y ait un installateur fibre qui passe avant. Et donc voilà, nous, on a eu la chance d'avoir un bailleur assez cool qui nous a laissé les clés avant. Ça nous a permis de meubler aussi, de faire monter les meubles avant qu'on arrive. Et on a un prestataire informatique qui est le même que le cabinet dans lequel on exerçait avant, qui a été extrêmement diligent. Et franchement, je n'y croyais pas, mais le 1er septembre après-midi, au-delà de l'euphorie de l'installation, on avait quelques urgences à gérer et on était tous derrière nos ordis à un moment donné de l'après-midi à gérer des urgences derrière notre ordi. Donc franchement, c'est quelque chose que je n'espérais pas, mais qui s'est très très bien passé. On a été opérationnel très rapidement. Après, j'allais dire, la seule chose que pareil, en petit type, c'est peut-être la chose qui a pris un peu de temps, c'est toute la création de nouveaux comptes fournisseurs. Enfin, on était des nouveaux fournisseurs parce qu'il nous faut une nouvelle structure pour tous nos clients. Et je ne m'attendais pas forcément à ce que voilà, ça prenne autant de temps. Bon, il y a eu peut-être un tout petit retard à l'allumage. On aurait dû peut-être s'y prendre un petit peu plus tôt. Mais ça, bon, c'est des choses pratiques qui, de toute façon, n'arrivaient pas le 1er septembre parce qu'on n'a pas commencé, évidemment, à facturer le 1er septembre. Mais voilà, c'est des choses mais sinon, tout s'est vraiment déroulé dans un timing absolument parfait. Timing parfait, d'ailleurs, que tu respectes aussi pour ta chronique. Donc, vraiment, Sophie, congrats pour ta chronique, pour ton interview. Et donc, on va laisser le temps aux auditeurs de réfléchir aux questions qu'ils auraient envie de te poser. Et on va passer donc aux chroniques. Donc, on te revient sous peu et on va commencer avec la chronique de Lindia, dont voici le jingle. Alors aujourd'hui, ma chronique… Ah, vous m'entendez? Je m'entends en écho. Ça va? Très bien. Ça va. Okay. Alors, on va parler du séminaire de cohésion d'équipe avec la ProcessCom Model. Quand, pourquoi et comment? Alors, bien évidemment, c'est grâce à mon invité que j'ai choisi ce sujet, puisque comme Sophie l'a évoqué, c'est un séminaire qu'elle a fait elle-même avec son équipe. On vous en parlera et on profite d'avoir ton feedback, Sophie, en direct pour en parler ensemble. Alors, quand, pourquoi, comment? Eh bien, une équipe, ça se construit. Une équipe, ça se travaille et puis ça évolue aussi, ça bouge. Il y a des arrivées, il y a des départs. Il y a des bouleversements aussi dans les équipes. On l'a vu au moment du Covid, hein, les équipes ont été largement impactées par cet épisode. Il y a des restructurations, des changements de direction, des réorganisations,
des conflits aussi. Et il y a des équipes qui doivent apprendre à travailler ensemble, qui ne sont pas du tout dans le collectif, chose auquel tu tiens tant, Sophie. Alors, il faut apprendre à se connecter. Et il y a des moments où il est judicieux de donner à l'équipe le premier rôle, puisque c'est bien ça dont il s'agit, c'est ce qui se passe lors d'un séminaire de cohésion d'équipe, on donne à l'équipe le premier rôle. Alors, la demande, elle vient toujours du manager. D'ailleurs, Sophie, je vais te poser la question en direct. Quelle a été ta demande quand tu as souhaité faire ce séminaire de cohésion d'équipe? Alors, ma demande, ça a été une sorte de reset. C'est-à-dire qu'en réalité, on se connaissait bien. Encore une fois, tout le monde avait passé, pour certains, 8 ans, 5 ans pour notre assistante. Alors, Nicolas, c'était le plus jeune parce qu'il était stagiaire à l'époque, mais on avait tous travaillé ensemble dans une structuration particulière. C'est-à-dire, toutes ces personnes étaient collaborateurs, stagiaires, assistantes, mais dans une certaine structure. Là, j'avais besoin qu'on refasse un refresh, en fait, pour arriver le 1er septembre, non pas comme des gens différents, puisqu'on s'était, enfin, si j'avais choisi ces personnes-là, c'est que j'avais envie de travailler sur la continuité, mais dans une autre configuration. Donc, l'objectif, c'était vraiment, et c'est ce que je t'avais dit, Lyndia, avant, on arrive du cabinet Lodesque-Champé, il faut qu'on sorte de ces 2 jours en futur cabinet à Var-du-Clos et associé. Et ce qui était drôle, c'était que, enfin, c'était drôle. On avait choisi fin juillet, après on partait tous en vacances, et le 1er septembre, voilà. Donc, on s'est presque quitté sur ce séminaire avant de se retrouver le 1er septembre. Donc, c'était ça, c'était une sorte de refresh pour partir vraiment sur des bases nouvelles, dans la continuité quand même de ce qu'on était et de ce pourquoi on était ensemble. Mais écrire une nouvelle histoire, c'est exactement ça, écrire une nouvelle histoire. Et effectivement, comme tu le dis, en fait, on part de ta demande à toi, évidemment, en tant que manager. Quelles sont tes attentes? Quel est ton écosystème? Quelle est l'actualité? Et puis les objectifs aussi. C'est comme ça que se construit un séminaire de cohésion d'équipe. Dans les réponses, il y a toujours un besoin de communiquer et un besoin de mieux communiquer pour travailler ensemble. En fonction des attentes, on construit un programme qui va répondre évidemment aux besoins du manager. Un programme sur mesure, c'est toujours le cas, c'est toujours du sur mesure. Alors, pour celui-ci, séminaire de cohésion d'équipe avec la ProcessCom, évidemment, on va créer un programme où on va découvrir le modèle de la ProcessCom ensemble. Le modèle de la ProcessCom pour chacun à titre individuel. Ça, c'est une première étape. Ensuite, on va découvrir la ProcessCom en termes d'équipe. Quelle est la structuration de l'équipe? Quel est le profil de l'équipe? Ça, c'est dans un deuxième temps. Et puis enfin, comme tu le disais, une journée d'équipe, 1 ou 2 jours en fonction du nombre de participants, 1 ou 2 jours dédiés. Et là, c'est off-site, c'est cadeau. En général, on sort de Paris, on va prendre l'air, on est dans un lieu très sympa. C'est ce qui a été le cas avec ton équipe d'ailleurs, Sophie. Alors, je vous donne un exemple concret de séminaire. On réunit l'équipe sur une demi-journée pour présenter le modèle de la ProcessCom. Donc, ça se déroule en plusieurs étapes. La ProcessCom, je le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne la connaissent pas, elle répertorie 6 types de personnalités. Nous sommes un ensemble de ces 6 types de personnalités dont nous développons plus ou moins les caractéristiques tout au long de notre histoire. Il y a l'histoire de la base, les fondations, et puis la phase qui parle de nos motivations et de nos besoins psychologiques actuels. Chacun aura au préalable répondu à l'inventaire de personnalité, dont moi seule ai les réponses. Et puis, lors de cette première étape, on est donc sur l'individuel et la connaissance de soi. On va aller regarder quelles sont mes forces, quels sont mes besoins psychologiques, quel est mon environnement préférentiel, quel est mon canal aussi de communication, naturellement. Chacun des membres de l'équipe, en fait, va se reconnaître et reconnaître les autres au fur et à mesure dans les différents types de personnalités qui auront été présentés. Donc, on s'autodiagnostique, on se pose des questions, on observe nos comportements. Et c'est un vrai travail de connaissance de soi essentiel pour pouvoir ensuite s'occuper des autres et de la relation et de la gestion de la relation. Alors, cette étape, elle est solidifiée, Sophie, souviens-toi, par un débriefing individuel, ensuite, avec chacun des membres de l'équipe, afin de valider ces résultats et de lui expliquer précisément, en fait,
sa structure de personnalité. Ça, c'est une étape très importante qui va nous conduire à la deuxième étape, qui se passe en général 10-15 jours plus tard, où là, on va aller décrypter, c'est un moment très fort, on va aller décrypter les bases et les phases de chaque membre de l'équipe. Alors, on le fait sous forme de jeu, c'est très ludique. On se pose plein de questions, enfin, les équipes se posent plein de questions. Là, on est vraiment dans la connaissance des autres. Donc, on découvre des choses, on s'étonne, on se questionne. C'est un moment très fort. Tu te souviens de ce moment, Sophie? Oui, ouais, bien sûr. Déjà, moi, à titre personnel, je ne m'attendais pas à avoir cette base, enfin, la pyramide. J'avais deux, trois petites idées. Pourtant, j'ai la prétention d'assez bien me connaître, mais je dois dire que j'ai été surprise. Je ne m'attendais pas à cet ordre-là des choses. Ouais. Et évidemment, pareil, les gens que je connaissais, avec qui je travaillais depuis très longtemps, tu as essayé de nous faire deviner avec un jeu de cartes dans quel ordre se situe la pyramide des uns et des autres. Et honnêtement, je ne suis pas sûre d'en avoir deviné, enfin, en tout cas, de manière aussi précise et exacte que c'était la pyramide de personnalité des uns et des autres. Non, clairement, on apprend des choses, clairement. Alors ensuite, oui, donc c'est un moment fort où on ne voit pas le temps passer en général. Et puis, on va mettre en pratique nos connaissances pour prendre le bon canal de communication avec telle ou telle personne et on voit ce qui se passe. Alors, je vois que Audrey me fait signe, il faut que je me dépêche parce que c'est un peu long ma chronique, mais on va continuer. Donc, c'est une vraie mise en pratique de toute l'équipe, en fait, avec toute l'équipe. Et Audrey me déconcentre. Par exemple, imaginons si je n'avais pas compris que telle personne a une base analyseur et que je ne suis pas suffisamment concrète et concise dans mes mails, en fait, je comprends que je le mets en stress. Prise de conscience. Ou alors, si je n'avais pas compris que Y a une base empathique et que je ne lui pose pas suffisamment de questions, que je ne m'intéresse pas suffisamment à lui, eh ben, il ne va pas se sentir bien au sein de l'équipe. Donc, c'est vraiment des prises de conscience sur ma manière de me comporter avec les uns et les autres. La suite du programme, on y arrive, Audrey, c'est la construction du off-site. Alors, très important, la construction du off-site, puisque là, moi, en amont, derrière le rideau, je vais travailler sur le profil de l'équipe. Le profil de l'équipe de Sophie, du coup, je vais aller retrouver tous les profils individuels, calculer, je vais faire la somme des points forts de chacun des membres de l'équipe de Sophie. Et puis ensuite, je vais présenter le profil de l'équipe, la structure de personnalité de l'équipe. Donc, l'équipe en tant que telle, qui a un vrai profil à elle. Là, c'est vraiment l'équipe a le premier rôle. Donc, dans la journée, off-site, on va alterner des moments en binôme, des expériences feel-good qu'on adore. Tu te souviens, ça aussi, Sophie? Oui. Ensuite, eh bien, d'ailleurs, les expériences feel-good, je fais juste une petite aparté, mais c'est très important parce qu'on parle là d'estime de soi au sein de l'équipe. Et ça, c'est hyper important. La confiance en soi au sein de l'équipe. Comment je me sens moi dans mon équipe, comment je suis perçue par les autres. Ça, c'est un point évidemment très important. Et puis ensuite, eh bien, on va faire du travail d'équipe en sous-groupe, qui est vraiment une richesse du collectif. Je vous donne quelques exemples de questions qu'on va se poser sur lesquelles on va travailler un bon moment. Par exemple, quelles sont les forces de cette équipe? Quels sont ses risques de dysfonctionnement? Comment faire pour bien travailler avec cette équipe? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec cette équipe? Mais aussi, de quoi a besoin l'équipe pour être performante? Comment est-elle perçue par l'extérieur? Quel plan d'action mettons-nous en place pour la suite? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et en fait, à partir de ce moment-là, l'équipe va construire son plan d'action, approuvé par chacun, et repartir avec un nouvel élan. C'est ce qui s'est passé avec ton équipe, Sophie, puisque vraiment, on a construit ensemble cette nouvelle histoire avec vraiment des règles de bonne conduite, si je puis dire, à appliquer au sein du cabinet. Chacun a été acteur de ce séminaire au service de l'équipe. Et je finirai, sinon Audrey va me haïr, je finirai par dire qu'une équipe cohésive est capable de déplacer des montagnes. Tout à fait, je valide. Et j'ai repris récemment le petit récap qu'on avait fait à la fin du séminaire pour vérifier qu'on avait bien appliqué toutes nos promesses et on n'est pas mauvais. C'est super important de le reprendre quelques mois plus tard pour voir où on en est, bien sûr.
Super. J'avais même oublié que ce document existait, mais je suis retombée dessus et je dois dire qu'on n'est pas mauvais. Garde-le en évidence dans ton bureau. Garde-le en évidence. Et je fais un petit coucou à tous les membres de l'équipe de Sophie, évidemment, j'en profite. À très bientôt, on se retrouvera Oui. pour d'autres aventures. Très volontiers. Merci Lyndia pour cette chronique. Et sans transition aucune, je lance le jingle de Audrey qui va vous parler CV. C'est parti. Continue à danser, Audrey, le jingle est fini, elle est à fond. Pardon. Moi, je suis à fond pour le coup et je ne sais pas si je vais réussir à battre du coup ces deux chroniques, cette chronique de 11 minutes de Lyndia qui du coup fait écho à la chronique de Pierre l'autre fois qui faisait 11 minutes. Je perds du temps, donc je vais peut-être essayer de faire un peu plus court. C'est pour la petite boutade parce qu'on aime bien se taquiner là-dessus. Donc moi, je vais vous parler de CV aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en 51 émissions, j'en ai parlé, c'est vrai, avec les trous dans le CV, le legal design utilisé et appliqué au CV, mais je n'ai jamais fait de chronique dédiée à ce CV qui pourtant occupe une grosse partie de mes journées en tant que chasseuse de tête. Donc j'ai décidé de réparer cette erreur. Petit rappel historique, pour le coup, où j'ai moi-même appris des choses. Saviez-vous que le CV, donc le curriculum vitae, remonte au XVe siècle en Italie? Les artistes et artisans présentaient leurs compétences à des clients potentiels sous forme de livret d'artista. Ça se voit pas, mais j'ai fait 5 ans d'italien au lycée. Donc, livret d'artiste. 3 ans, pardon, peu importe. C'est au XIXe siècle que le CV a été utilisé par les médecins et professionnels du droit. Alors, tout ça, c'est extrêmement intéressant, mais ça n'a pas aidé le directeur juridique qui m'appelait il y a 3 semaines pour me dire « Audrey, je n'ai pas de CV, par où je commence? Est-ce que je dois mettre des couleurs flashy partout, des schémas ?» Ceux qui me connaissent un peu ont vite deviné que j'ai fait des gros yeux à l'écoute de ces couleurs flashy et schémas. Donc, pour tous ceux qui se disent « je n'ai pas de CV, par où commencer ?» Cette chronique est faite pour vous et pour ce directeur juridique qui m'a inspiré cette chronique. Donc, voici 10 conseils pour vous aider. Le premier, rédiger un CV clair, synthétique, sans phrase, mais plutôt avec des verbes d'action. Plutôt que dire « j'ai participé à la négociation en français et en anglais de contrat fournisseur », préférez « négociation de contrat fournisseur ». Votre CV doit venir sur une page ou 2 seulement. C'est comme dans une relation amoureuse, il ne faut pas dire tout de suite. Un CV, c'est pareil. Donc, soyez dans la séduction, même sur un PDF, mais attention, dans une séduction sincère. Il faut donner envie qu'on vous rappelle en donnant le maximum d'informations, les bons mots-clés, sans tout dévoiler. Deuxième conseil, misez sur un CV simple et sobre. Pas besoin de mettre l'arc-en-ciel sur votre CV, ni de schéma, à mon sens, en tout cas dans le domaine du droit. Je suis plutôt du genre traditionnel au niveau du CV. Donc, soyez simple, efficace, pas de fioriture. À la limite, osez une petite folie avec vos titres en couleur, ça peut être pas mal. 3, mettez un titre. Voilà, plus important encore que votre nom, peu importe que vous appeliez Lyndia, Sophie, Pierre ou Audrey. Le plus important, c'est le titre du CV, ce que vous voulez faire. Donc, avec idéalement quelques éléments importants pour donner en un clin d'œil les 3-4 infos que le recruteur doit avoir. Exemple, directeur juridique, contrats internationaux et M&A, 15 ans d'expérience, anglais, espagnol courant. Tout ça en haut du CV, comme ça c'est clair, précis et on a l'information tout de suite. Votre nom et les coordonnées doivent être évidemment facilement lisibles, mais pas tout en haut parce que ce n'est pas le plus important. 4, indiquez des chiffres dans votre CV. Le nombre de personnes managées, de pays dans votre périmètre, de sociétés à gérer dans votre portefeuille ou de marques en propriété intellectuelle. Les chiffres, ça attire l'œil et ça, c'est concret. 5, soyez honnête. Pas la peine d'indiquer que vous avez géré l'acquisition de 3 sociétés à l'étranger alors que vous n'étiez en charge que du suivi corporate. On l'apprendra tôt ou tard, soit parce qu'on connaît votre équipe, soit qu'on aura pris des références avec votre accord, bien sûr, et vous allez vous retrouver en difficulté quand vous serez en poste et de conduire potentiellement à la fin de votre période d'essai. Donc, soyez honnête, ça vaut mieux, même sur le CV. 6, choisissez avec ou sans photo, mais qu'elle soit sur fond clair, s'il vous plaît, pas la photo prise au mariage de votre grande-tante et pas recadrée, s'il vous plaît, j'ai déjà vu ça, donc c'est assez surprenant. Et une photo actuelle, pas la photo prise il y a 10 ans, parce que ça m'est arrivé aussi de ne pas reconnaître les personnes quand je les reçois en entretien. C'est vrai. 7, ne gardez que ce qui est essentiel et allégez au maximum votre CV. Donc, choisissez les principales publications, par exemple, pas toute votre bibliographie. Votre CV doit rester impactant. Plus il y en a, moins on voit et on lit. Évitez aussi les petits logos téléphone devant votre numéro de téléphone ou les petits logos mail devant votre mail parce que ça se voit en fait. Donc, c'est des petites astuces, mais ça permet d'alléger un petit peu le CV. Donc, pas la peine d'annoncer tout ça.
8, évitez de mettre des infos personnelles qui ne sont pas importantes. Ça, c'est mon avis très personnel et ça n'engage que moi. Votre âge, votre date de naissance, votre nombre d'enfants, la situation maritale, peu importe en fait. Si vous voulez vraiment en parler durant l'entretien et que c'est important pour vous de dire que vous avez 15 enfants, vous avez été marié 5 fois ou seul, ça, c'est libre à vous de le dire. Mais sur votre CV, je pense que ça n'a pas d'importance, donc on est autant ne pas le mettre. Petite astuce qui paraît évidente pour beaucoup, mais je vous assure que ce n'est pas toujours le cas. 9e astuce, c'est mettez votre CV en PDF. Car d'un ordinateur à un autre, en fait, la forme n'est pas filée. Et il m'arrive parfois encore d'ouvrir un CV, d'avoir la photo en géant du candidat qui couvre tout le texte. Donc, c'est un petit peu déstabilisant d'avoir une photo géante qui s'ouvre. Ensuite, 10e et dernier conseil, relisez votre CV et relisez-le des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Faites-le relire par d'autres personnes. On retrouve toujours des coquilles, des fautes d'accord, même après des dizaines de lectures. Donc, voici quelques conseils qui, j'espère, vous aideront à réaliser votre CV ou perfectionner le vôtre. Je sais que ça prend des heures, c'est un gros travail fastidieux, surtout que vous savez que les recruteurs ne passent que quelques secondes à le lire et j'en suis désolée, mais c'est très important de reliser et à votre disposition pour échanger sur votre CV. Merci. Je partage un article, Audrey, que tu avais fait sur le sujet sur le blog de FedLegal. Mageline de mon équipe, Mageline Sally, qui a rédigé cet article et cette infographie que je partage. Absolument. Et donc voilà, je viens de le mettre. Je vois qu'il n'y en a pas vraiment de questions, mais moi j'en avais une pour Sophie avant de conclure. Du coup, tu nous as parlé de ton cheminement pour arriver là, mais finalement, ça y est, tu es entrepreneuse maintenant. Te voilà à la tête de ta petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Qu'est-ce que ça fait? Écoute, alors entrepreneuse, je pense que quand tu es avocate libérale et j'étais associée pendant 12 ans avant cette structure, je l'étais déjà. Entrepreneur, ça veut dire aussi essentiellement aller chercher sa clientèle, manager une équipe, etc. Donc, je l'étais déjà au sein de mon précédent cabinet. Après, la différence là, je pense qu'en termes de satisfaction, d'enthousiasme, d'être une jeune structure avec des gens voilà, encore une fois, on s'est choisi et on s'apprécie. C'était évidemment le cas aussi dans l'ancienne structure parce que c'était les mêmes personnes, mais j'allais dire dans l'ancienne structure, avant que j'ai cette volonté de monter ce cabinet, j'avais trouvé des personnes ultra compétentes avec lesquelles je m'entendais bien, qui avançaient en âge et qui étaient mes collaboratrices, et il y allait en avoir d'autres derrière, etc. Là, ce qui change aujourd'hui, je pense, c'est vraiment le mot que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, la pérennité, en tout cas la volonté de pérennité de quelque chose de stable, qui me rassure parce que j'aime bien les choses qui durent. Et donc, c'est très, très valorisant et très enthousiasmant. Voilà. Eh ben, écoute, moi, j'ai envie de te dire, après t'avoir entendu, on a tous, enfin, quand je vais monter ma structure, moi aussi, un petit peu avant toi, mais je crois qu'on a tous envie de se lancer et je trouve que tu l'as fait pour toutes les bonnes raisons, ce qui, une fois de plus, vu les quelques années depuis lesquelles nous nous connaissons, ne me surprend pas et je te retrouve bien dans ce projet. Tu oublies de dire, si je peux me permettre, que quand j'ai dit que j'avais fait le tour des popotes pour trouver des conseils, tu étais, je crois, le premier sur la liste. Donc, je ne suis pas là non plus totalement. Je n'ai pas étranger à tout ça, je tiens à le souligner. Moi, j'ai évidemment dit, mais yeah, go for it, girl! Évidemment, et je suis ravie que tu l'aies fait. Alors, ça va être l'heure de se quitter. Audrey, qui est-ce qu'on reçoit dans 15 jours? Dans 15 jours, on reçoit Anne-Sophie Jourdain, qui est directrice juridique groupe du Auchan. Voilà, on ne t'a pas entendu, mais c'est recule un peu de l'écran, comme je te disais. Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est mieux. Donc, c'est la directrice groupe du groupe Auchan. Groupe Auchan, qui s'appelle Anne-Sophie Jourdain. Pardon, il y a beaucoup de suspense du coup dans cette annonce. Voilà, Anne-Sophie Jourdain, directrice juridique du groupe Auchan, qu'on retrouve dans 15 jours dans Legal Club Sandwich. Eh bien, il ne reste plus qu'à remercier mes deux acolytes, Audrey et Lindia. Voilà, Lindia qui a donc battu le record de la longueur de chronique. Je suis content. Non, vous n'avez pas le droit. Vous avez... Le trophée j'ai est fait maintenant intervenir chez Sophie. Lindia. Vous entendrez les critiques que j'avais eues dans les saisons précédentes. Le trophée maintenant. Non, ça compte pas. J'ai fait intervenir Sophie. C'est normal. J'ai fait intervenir notre invitée. Donc, ça a pris un peu plus de temps. La mauvaise foi de mon acolyte que nous connaissons. Et Sophie, surtout, merci d'avoir participé à Legal Club Sandwich. Merci et on se retrouve
dans 15 jours. Au revoir Sophie et au revoir tout le monde. Passez une très bonne journée, une très bonne fin de semaine. Jingle. Merci.